Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Hardy Chaima podcast. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima, je suis votre aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien, moi ça va super bien. Euh, Ça fait très longtemps qu'on a posté quelque chose de nouveau, mais j'ai eu à construire notre nouveau studio avec un nouveau microphone et logiciel aussi. Ça fait en sorte que on a eu des délais sur poster de nouveaux épisodes, mais aussi j'ai eu à faire des recherches et comme vous le savez, je suis maintenant père de deux enfants. Donc, tout ça fait en sorte que les projets de podcast sont un peu délayés. Mais, on reste toujours d'actualité. On étudie toujours ce qui se passe dans le monde. Et on essaye d'extraire la bonne connaissance pour pouvoir appliquer cela dans nos vies. Aujourd'hui, le thème que je voulais parler aujourd'hui, je voulais parler du capitalisme. J'ai fait un épisode récemment lorsque je parlais de pourquoi l'Afrique est riche. Je crois que c'est un épisode qui a été beaucoup écouté. C'est parmi mes top 3 épisodes les plus écoutés du podcast où j'expliquais la raison pour laquelle l'Afrique en général est moins développée que d'autres pays et pourquoi l'Haïti est parmi ces pays les moins développés. Si vous voulez écouter les détails de cet épisode-là, vous pouvez remonter sur nos anciens épisodes. Ça s'appelle Pourquoi l'Afrique est pauvre et vous allez voir cela. Maintenant, je voudrais me focaliser sur le blueprint. Quand je dis le blueprint, je parle de la source de comment on voit le monde et la source de comment on interprète les choses. C'est très important de savoir d'où vient la source de tout cela parce que ça détermine notre, comment dire, notre réalisation dans la vie ou outcome. Les Américains disent outcome. Ce que tu deviens dans la vie dépend de comment tu vois les choses, de comment tu interprètes les choses. C'est très important. Donc, pour rentrer dans l'éducation africaine, on va dire que euh, la manière de voir les choses, la manière d'interpréter les choses vient des parents. Les parents ont reçu ça des grands-parents. Les grands-parents ont reçu ça des arrière-grands-parents. Les arrière-grands-parents ont reçu cela des arrière-grands-parents. Mais la question qui se pose, c'est d'où vient la connaissance que nos arrière-grands-parents ou ancêtres ont reçue? Avant, avant l'arrivée des colons en Afrique, on avait une manière d'interpréter la vie, les choses, les réalités, etc. Et c'était à travers les histoires, à travers les rites et à travers les traditions. Mais lorsque nous avons rencontré les colons à travers l'esclavage, la traite négrière et la colonisation, notre domaine de fonctionnement psychologique, intellectuel et spirituel a été changé. Je répète, notre domaine de fonctionnement économique, psychologique, mental et spirituel ont été changés. Et nous avions eu à adopter ce que eux nous ont emmenés parce que ils étaient les plus forts. Ils étaient les plus forts et ils ont imposé leur culture sur nous. Ils n'ont pas seulement imposé leur culture sur nous, et ils nous ont imposé la manière dont eux, ils nous voyaient. Donc aujourd'hui, lorsque nous voyons je prends un exemple, le fait que nous admirons la culture occidentale comparée à notre culture, c'est parce que ça a été planté dans nos générations précédentes. Ça a été planté dans nos arrière-grands-parents. On a fait comprendre aux arrière-grands-parents que vous êtes des macaques, vous n'avez pas de culture, vous ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas intelligent. Voilà, nous vous apportons la connaissance, nous vous apportons
la civilisation. C'est comme ça que nous avons été mis en contexte par rapport à d'autres civilisations. Et cela a eu des impacts très importants, même aujourd'hui. Et ces impacts, je les appelle les fantômes de la colonisation. Parce que les fantômes, même s'ils sont morts, on peut sentir leur puissance, leurs effets. De la même chose, la colonisation, l'esclavage, ce sont des faits qui ont été abolis, mais leurs conséquences se poursuivent jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Si vous vous rappelez de l'extrait du discours de Jean-Paul II, et en fait, si je me rappelle bien, ce discours était découvert dans une Bible qui appartenait à un évangéliste, un missionnaire qui venait au Congo. C'est comme ça qu'on a découvert ce discours-là. Et ce discours-là disait que je vous envoie, ça c'est Jean-Paul II qui parle, je vous envoie en Afrique. C'est pas pour parler de Dieu, ils connaissent Dieu. On l'appelle Nzambé. Si vous regardez dans la tradition africaine, l'être suprême a un nom. On n'a pas attendu que euh, le, le colon vienne pour qu'on puisse comprendre qu'il y avait un Dieu. C'est vrai qu'on respectait d'autres forces en place, mais il y avait un Dieu suprême. Donc, à l'intérieur du discours, il dit, je ne vous ai pas envoyé là-bas pour apprendre Dieu. Pour leur apprendre Dieu, ils connaissent Dieu déjà. Ils l'appellent Zambé. Zambé qui est en lingala, qui signifie le maître de l'univers ou encore le commencement de tout. Et après, il dit, vous devez vous focaliser sur le verset qui dit que euh, le royaume des cieux est ouvert aux pauvres. Il est très difficile pour un riche d'y accéder. Comme ça, ils négligeront les richesses qu'ils ont pour se concentrer au royaume des cieux. Et ce discours a été fait par Jean-Paul II. Mais ce qu'on oublie, c'est que durant cette même période de l'esclavage et de la colonisation, il y a eu des Anglais qui ont fait un livre. Ils n'ont pas fait un livre, mais ils ont rassemblé les versets bibliques pour les nègres. On appelle ça la Bible des nègres, où à l'intérieur, on, euh, on met on exergue que c'est bien d'être un esclave. Il faut euh, rejeter la richesse terrestre. Il faut te concentrer sur la vie céleste, etc., etc. Ils ont ramassé, ils ont rassemblé des versets qui devaient rendre les nègres obéissants et sans se soucier des choses terrestres telles que les richesses. Pourquoi je parle de ça? Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et j'ai remarqué que nous sommes toujours dans cette lancée-là. Nous sommes toujours dans cette lancée-là. Nous sommes toujours dans la lancée où nous nous focalisons seulement sur les choses célestes et nous oublions les choses terrestres. Et souvent même, pas que nous oublions, mais nous démonisons tout ce qui se passe sur Terre. Nous démonisons l'argent, alors qu'on n'a pas dit que l'argent était la source du diable, mais c'était plutôt l'amour de l'argent. Parce que si tu aimes trop l'argent, tu vas faire tout pour l'argent et l'argent va devenir ton maître. C'est pas ça, c'est pas de cela que l'on parle. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, en grandissant, je parle toujours de moi et je regarde et j'ai constaté ça parmi les gens qui sont autour de moi et parmi les gens que je connais.
Parce que oui, je m'assois et je réfléchis et je fais aussi des petites observations et j'en fais des conclusions. J'ai remarqué qu'en grandissant, on ne m'a jamais expliqué comment le monde fonctionne, le monde terrestre. On ne m'a jamais expliqué comment le monde fonctionne. Ce que l'on m'a dit, c'est sois une bonne personne, ne pêche pas, Dieu va te bénir. Ce qui est bien. Mais il y a un aspect de la vie qu'on ne m'a pas précisé, c'est tu dois apprendre à être productif. Et c'est même dans la Bible. Il y a un verset qui dit, lorsque tu fais une activité, ne repose pas ta main le soir parce que tu ne sais pas lequel de tes activités va être fructueux. Donc ça parle même de productivité. Et l'aspect de productivité n'a pas été mis en exergue dans la vie de l'Africain et dans ma vie en particulier. Être productif, c'est quoi? C'est avoir une activité qui te rapporte de l'argent. Comment ça te rapporte de l'argent? Parce que tu crées de la valeur. Tu crées de la valeur, tu es récompensé par cette valeur-là. Si tu crées de la valeur à plusieurs personnes, ces mêmes personnes vont te récompenser et c'est comme ça que tu achèves un certain succès et une certaine richesse. Mais nous avons mystifié ça chez nous en Afrique. Nous avons dit que si tu es riche, c'est parce que tu as vendu quelqu'un. Même s'il y a des gens qui font ça. Si tu es riche, c'est parce que tu as vendu quelqu'un. Tu as tué quelqu'un. Tu es dans la rose croix. Tu fais les choses mystiques. Ce qui fait en sorte que la richesse dans plusieurs coins en Afrique, parce que je ne veux pas dire l'Afrique, c'est vrai que je parle du genre en général, mais j'aimerais préciser que ce n'est pas toute l'Afrique qui est comme ça, ce n'est pas toutes les personnes qui réfléchissent comme ça, mais je parle plutôt de la classe travailleuse. La majorité de la classe travailleuse pense comme ça, que lorsque tu as l'argent, c'est que tu as fait quelque chose de démoniaque. Et parce que l'on pense comme ça, nous ne portons pas de la valeur sur notre dynamisme, notre intellectuel, notre productivité. Nous n'essayons pas d'exprimer le meilleur potentiel de nous pour achever un certain niveau financier. Le but, ce n'est pas être riche pour être riche. C'est pas ce dont je prêche. Mais le but, c'est apporter de la valeur qui va changer ta vie et changer la vie de tous ceux qui t'entourent. Le discours de l'argent doit être parlé dans la famille. Je répète, le discours de l'argent doit être parlé dans la famille. Moi, dans ma famille, l'argent est tabou. Je suis honnête avec vous. L'argent est tabou. Mais l'argent doit être parlé dans la famille parce que l'argent affecte tout ce que vous faites dans votre vie. L'argent affecte si vous partez à l'école ou pas. L'argent affecte si vous mangez ou pas. L'argent affecte si vous avez un toit ou pas. L'argent affecte si vous pouvez voyager ou pas. L'argent affecte ce que la prochaine génération va faire dans leur vie. L'argent affecte les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Si l'argent affecte tout ça dans vos vies, pourquoi nous ne parlons pas de ça? Pourquoi nous ne parlons pas de ça? C'est la question que je me pose. Si l'argent affecte tout cela, pourquoi nous ne parlons pas de ça? Et pourquoi nous ne cherchons pas l'argent de manière intentionnelle? J'ai remarqué que ceux qui ont l'argent, certaines personnes en Afrique, ceux qui ont l'argent en Afrique, font semblant de ne pas l'avoir ou montrent qu'ils en ont trop. Le but de l'argent, ce n'est pas juste de l'accumuler. Le but de l'argent, c'est de se libérer. C'est de libérer de ce système capitaliste qui fait en sorte que si tu n'as pas l'argent, tu es prisonnier de ce système-là. Et ce système n'a pas été créé par Dieu, ça a été créé par les hommes. En voulant bien faire, bien sûr. En voulant améliorer la productivité agricole, ils ont créé un mouvement qu'on appelle Enclosure Movement. C'était
au 15e siècle, au UK. C'est quoi le mouvement d'enclosure? À l'époque, chacun avait sa terre. Chacun avait sa terre, chacun pouvait cultiver sa terre, avoir les, comment on appelle ça, les fruits, aller les vendre et avoir son argent et vivre selon ses besoins. À l'époque, on n'avait pas besoin d'aller travailler quelque part pour subvenir à nos besoins. On avait la terre. Parce que grâce à la terre, vous avez quoi? La terre, vous pouvez construire votre maison, vous pouvez avoir à manger et d'autres choses, vous pouvez les acheter parce qu'avec l'agriculture, vous pouvez aller vendre des choses, etc., etc. Maintenant, j'ai oublié le nom du roi, de ce roi anglais. Mais un roi anglais a décidé que, voilà, pour maximiser la production, on va arracher ces terres-là à ces paysans. Et ils vont devoir nous payer pour vivre sur nos terres. Ce qu'on appelle enclosure movement. Enclosure movement, si vous voulez, Google ça sur Internet. Enclosure, Enclosure. Enclosure movement en français. Tapez enclosure movement en français. Donc, ce qui s'est passé vers le 15e jusqu'au 17e siècle, l'élite, les aristocrates anglais ont récupéré toutes les terres. Ce qui a fait en sorte que pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir cultiver, les paysans devaient maintenant travailler pour ces aristocrates. Et c'est comme ça qu'on a créé l'élite et la classe ouvrière. Donc, en quelque sorte, lorsque tu nais paysan, tu dépends de l'élite, de la classe, de la grande classe, des aristocrates. Parce que tout a été arraché. Maintenant, lorsque l'on découvre l'Amérique, on a des grands terrains cultivables que l'on peut cultiver le coton et les cannes à sucre. Mais il y a un problème. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre en Europe pour les amener en Amérique. Donc, on pense à quoi? On pense aux Africains. Et on se dit, on peut les amener, cultiver nos terres. Et on ne va pas les payer. Comme ça, on va maximiser nos profits et être riches. C'est comme ça que pendant 400 ans, nos ancêtres ont travaillé en Amérique sans percevoir un sou. Et les revenus de l'esclavage, parce qu'il y avait de l'argent qui a été produit. Et ce qui m'étonne, c'est que lorsque l'on parle de l'esclavage en Afrique, on ne s'appesantit pas sur l'aspect financier. On se focalise plus sur l'aspect humain. Et je ne refuse pas. L'esclavage était inhumain. Mais le côté économique a toujours eu de, comment dire, des conséquences sur nos générations aujourd'hui. Grâce au revenu de l'esclavage, le système économique a évolué et est devenu capitalistique parce que on a pu créer des banques à travers les revenus de l'esclavage. On a pu créer des assurances et les revenus générés par les banques, les assurances ont pu être investis pour faciliter l'industrialisation. La première révolution et la deuxième révolution industrielle. Mais ces révolutions industrielles ont fait quoi? Ils ont juste consolidé ce qui était déjà au top et rendu plus, euh, euh, plus dépendant ce qui était dans le, dans le,
dans le bottom. Et aujourd'hui, quand on dit enclosure, ça veut dire que le terrain d'un pays appartient au gouvernement de nature. La terre d'un pays appartient au gouvernement. Si maintenant tu veux acquérir cette terre, il te faut de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, il te faut travailler pour quelqu'un. Donc, durant la révolution industrielle, nous avons eu la consolidation de la classe, les riches, si on peut dire comme ça, et une dépendance accrue de la classe travailleuse qui a été les Noirs en Amérique, les Noirs en Afrique. Et cela a duré jusqu'en 1960. Ou même lorsque nous avons reçu, soi-disant, l'indépendance, nous sommes toujours indépendants économiquement des autres. Et lorsque tu comprends cette histoire, tu comprends ta place. Tu comprends ta place dans ce monde. Tu dois parler de l'argent. Parce que tout a été fabriqué pour que tu n'aies jamais de l'argent, pour que tes enfants n'aient jamais de l'argent, pour que tes grands-enfants n'aient pas de l'argent. Si tu ne fais pas quelque chose de différent dans ta vie, si tu ne fais pas quelque chose de différent dans ta vie. Donc quand tu as conscience de ça, tu as conscience que l'histoire nous a sabotés, tu dois devoir parler de l'argent. Et tu dois devoir dresser un plan sur comment tu comptes avoir de l'argent pour t'affranchir de ce système-là. Parce que la réalité qui est là, c'est que nous sommes tous dans le système-là. Et le seul moyen de s'affranchir de cela, c'est avoir un capital. C'est être financièrement stable. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent, la réalité, c'est qu'il faut travailler. Pour avoir de l'argent, la réalité, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler dans des entreprises qui sont détenues par l'aristocratie ou encore les shareholders. Les shareholders, c'est des investisseurs. Ce sont des investisseurs qui investissent l'argent dans une compagnie pour faire commencer la compagnie. Et cette compagnie crée un management pour manager les futurs travailleurs qui vont venir travailler pour la compagnie. Et ces futurs travailleurs, c'est toi et moi. À part ça aussi, on vient d'une famille qui avait déjà eu de l'argent auparavant. Donc on se libère par le travail. Pour le début, on se libère par le travail. Mais c'est à travers la planification, l'accumulation du capital que on se libère du système. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui sont prisonniers du système. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont prisonniers du système. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais des rêves. Je me suis dit, j'arrive aux États-Unis, je fais mes études, je deviens ce que je deviens, je me fais de l'argent et je suis à l'aise. Mais je n'ai pas compris que même dans mes plans, il me fallait de l'argent. Et si tes parents n'ont pas d'argent, tu dois travailler 2 fois plus pour avoir de l'argent. Et pour que tes enfants aient de l'argent.
Parce que jusqu'à maintenant, et là je ne parle pas, ça c'est un autre sujet que je vais parler dans un autre épisode, je ne parle pas des enfants de ministres, des enfants de présidents ou des enfants des entrepreneurs qui ont réussi. C'est un groupe à part. Je parle des familles qui n'ont jamais eu d'argent de génération en génération. Qu'est-ce que je veux dire par qui n'ont jamais eu d'argent? Je parle des familles qui n'ont jamais rien laissé à leur famille pour qu'ils puissent avancer. Parce que nous avons toujours remarqué que chaque génération repart toujours à zéro, comme si la génération précédente n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que la génération précédente a été aliénée. La génération précédente a été aliénée par des philosophies et des idées qui ne les ont pas servis. Et maintenant, la génération qui se réveille avec des bonnes idées, mais ils n'ont pas de capital. Et souvent, quand ça se passe, il y a un sacrifice à faire. Tu travailles comme un esclave pour que tes enfants puissent marcher comme des rois. Et ça, c'est un sacrifice que tu ne peux pas négocier. Parce que tant que les générations précédentes n'étaient pas assez éveillées pour se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux et de leur position dans le système économique dans lequel ils vivent, et que c'est toi qui te rends compte de ça, mais c'est toi qui vas devoir travailler 2 fois, 3 fois plus. C'est toi qui vas travailler 2 fois, 3 fois plus. Parce que la vie, c'est une course. La vie, c'est une course. Ceux qui en ont, en auront plus. Ceux qui n'en ont pas, en auront moins. C'est même dans la Bible. Ton but, c'est d'avoir quelque chose, de pouvoir donner quelque chose à la génération suivante pour que cette génération puisse construire sur ça et avancer. Moi, ça m'étonne souvent quand je vois certains d'entre nous, on part chercher l'argent dans les églises. L'argent n'est pas dans les églises, l'argent est dans le capitalisme, l'argent est dans les activités économiques. Pars à l'église pour demander à Dieu de t'ouvrir l'esprit, d'ouvrir ton entendement, de garder ton cœur, afin que tu ne puisses pas dévier lorsque tu te fasses de l'argent, et à te protéger, à protéger ta famille pour que tout ce que tu travailles ne soit pas en vain. Mais l'argent ne se trouve pas à l'église. Si tu mets tout ton argent à l'église dans la dîme, par exemple, et que tu n'investis pas, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Tu peux donner de l'argent à l'église, ta dîme et tout le reste, mais tu dois investir aussi. Tu dois investir parce qu'investir te permet de multiplier ton argent. Mais avant d'investir, tu dois apprendre comment l'investissement fonctionne. Et souvent, nous, Africains, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, notre éducation s'arrête à l'école. Après l'école, on ne lit plus. Après l'école, on ne recherche plus rien. Après l'école, on n'essaie pas de comprendre d'autres notions de la vie. L'école te permet de réfléchir, mais l'école ne permet pas euh, de te rendre riche. L'école n'a jamais été placée pour te rendre riche. L'école a été placée pour former des futurs travailleurs dans une entreprise. Mais l'école a évolué pour au moins t'aider à comprendre comment apprendre et savoir comment réfléchir. Mais pour que tu sois financièrement stable, c'est un choix personnel qui doit être basé sur une connaissance précise. Tu dois lire, tu dois apprendre. Sans ça, tu ne peux pas t'en sortir. Sans ça, tu es aveugle. Sans ça, tu ne sais pas comment le système fonctionne.
Il faut qu'on se réveille. Il faut que l'on puisse comprendre et connaître quelle est notre position dans ce monde et travailler pour se libérer de cette condition. Pour que nos enfants puissent faire plus et mieux. C'est ça notre objectif. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions, vous pouvez aller sur notre site internet chaimacapital.com. Il y a beaucoup de ressources là-bas. Je suis en train de finir un cours online sur l'investissement. Si tout se passe bien, ça va se finir d'ici avant la fin de l'année et ce sera disponible début 2025 et vous pourrez accéder à ça pour juste, je crois, $20 par mois ou encore 21 € par mois. Allez, à tout de suite.